Bonjour. Il y a un sujet dont personne ne parle durant cette campagne électorale, la violence faite aux femmes. En Europe, elle prend différents visages, du plus innocent au plus brutal. Nous irons en Bulgarie, l'une des plaques tournantes du trafic de prostituées vers l'ouest, et en particulier vers la France. Nous partirons en Espagne, qui a mis au point un dispositif complet de lutte contre la violence conjugale, et en Bretagne, où, dans un collège de Redon, on étudie pour la première fois les relations entre garçons et filles. C'est parti. La France est l'un des pays d'Europe où il y a le plus de prostitution dans la rue. Une grande partie des filles arrivent de Bulgarie et elles ne sont pas consentantes. Depuis que la Bulgarie est rentrée dans l'Union européenne, le trafic de prostituées de ce pays vers l'ouest de l'Europe a explosé. Les mafieux se retrouvent au plus haut niveau de l'État bulgare. Une enquête de Marie-Christine Pierre et Gaëlle Andols. C'est un carrefour routier, un lieu de passage et de trafic. Notre périple commence à Pernik, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Dans son association, Veselina récupère les femmes tombées dans les griffes des réseaux mafieux. Les trafiquants essayent toujours d'établir un lien de confiance avec leurs victimes. Ils repèrent les filles qui n'ont pas confiance en elles et qui ne sont pas bien entourées par leur famille. Ils font connaissance, leur proposent une relation stable, leur offrent des cadeaux. Ils exploitent les rêves qu'elles ont dans la tête. Parfois, cette psychologue voit arriver des femmes hagardes qui ont réussi à fuir leur lieu de prostitution. Dans son refuge, Veselina les cache, les aide à refaire leurs papiers, à trouver du travail. Une fois que les femmes séduites ont passé la frontière, les proxénètes commencent tout de suite à les tabasser et à les violer. Ils font cela pour les forcer après à se prostituer. Les trafiquants ne font aucune différence entre des femmes riches ou pauvres, d'origine rome ou bulgare. Pour eux, c'est pareil. À 18 ans, Laura a échappé de peu à ce cauchemar. Pressée par ses parents de trouver un travail, elle tombe sur une annonce Internet qui lui propose un emploi à l'étranger. L'homme que j'ai rencontré insistait pour que je parte très vite. Il m'expliquait que d'autres filles allaient partir avec moi. Il me disait de ne pas me préoccuper de l'argent, que si je ne pouvais pas me payer des vêtements ou des chaussures, il s'en chargerait. Laura finit par se confier à ses parents, refuse de partir. Après quelques pressions, les trafiquants lâcheront prise. Sofia, la capitale, lieu de transit où sont amenées les jeunes femmes séduites dans les petites villes avant leur départ pour l'étranger. Tiomir Veselov est criminologue. Il traque la corruption et tente de démontrer son lien avec les réseaux de trafiquants de femmes. Un cas célèbre a défrayé la chronique. Dans la ville de Varna, 2 conseillers municipaux extrêmement influents ont été arrêtés car ils dirigeaient un important réseau de prostitution. Ces 2 hommes étaient très connus dans leur ville et ils ont bénéficié pendant des années d'une protection au plus haut niveau. Pour Tiomir, les mafias bulgares ont réussi à s'implanter partout en Europe de l'Ouest. Selon lui, la plupart des prostituées envoyées ici en Belgique viennent de Bulgarie. Leurs proxénètes négocient le prix des emplacements avec les réseaux albanais qui détiennent, eux, le monopole des vitrines. Cet homme s'appelle Vanko. C'est un chanteur très populaire en Bulgarie. Pendant des années, il s'est servi de son succès pour séduire des jeunes femmes et les envoyer faire le trottoir en France ou en Italie. Après un coup de filet de la police française, on le retrouve devant un tribunal bulgare, amaigri, condamné à 10 ans de prison pour proxénétisme.
Finalement, Vanko sera libéré à la moitié de sa peine. Étrange coïncidence, il a profité d'un changement de loi qui diminuait les sanctions pour trafic de femmes. Aujourd'hui, Vanko continue de chanter comme si de rien n'était. Cette affaire montre la terrible indifférence de la société vis-à-vis de ce problème. Pourtant, 10 000 femmes bulgares se prostitueraient aujourd'hui dans le pays ou hors des frontières. Les spots d'information comme celui-ci ne sont presque jamais diffusés dans les écoles ou à la télévision. La souffrance des victimes de trafic reste muette. Après de nombreuses tentatives, nous réussissons à trouver une ancienne victime qui accepte de témoigner. Nous rencontrons Emilia. Il y a 6 ans, sur les conseils d'une amie, elle décide de partir en France. Je m'attendais à un travail normal. Je m'imaginais faire la plonge dans un bar ou un resto. Pas beaucoup mieux, car je ne parlais pas français. La suite est malheureusement classique. Sur place, elle est obligée de se prostituer. Sans argent ni papier, elle restera à Nîmes pendant 1 an. Tu ne peux pas échapper à ces gens. Même si tu arrives à t'échapper, ils te retrouveront toujours et personne ne peut te sauver. Ils peuvent envoyer quelqu'un qui se fait passer pour un client, qui va te défigurer et qui te laissera mourir dans un lieu où personne ne te retrouvera. Même si tu reviens en Bulgarie, ils ne te lâcheront jamais. Emilia a eu de la chance. Son réseau a été démantelé par la police. Elle a pu rentrer chez elle. Le marché du sexe est en pleine expansion en Europe de l'Ouest. Le problème a depuis longtemps dépassé les frontières bulgares. L'Europe agit contre cela puisqu'elle a gelé les fonds qu'elle verse à la Bulgarie tant que le pays ne luttera pas efficacement. Mais plus généralement, la Commission européenne finance un grand nombre de programmes chargés de réduire la violence faite aux femmes. En France, elle finance une étude réalisée pour la première fois dans un collège à Redon, en Bretagne. Elle démontre que les adolescentes sont confrontées dès la 6e à un comportement masculin à la limite de la violence. Redon, 10 000 habitants, une petite ville où il fait bon vivre, une ville à la campagne comme on dit. Le collège Beaumont accueille environ 600 élèves. Des élèves plutôt agréables dans l'ensemble, même s'il y a bien parfois quelques bagarres. Moi, j'étais séparée, ouais. Et après, j'étais directement au bureau de la CPE direct. On n'est pas non plus à coup de boule tous les jours, gestes violents, c'est plutôt du verbal. Justement, la taquinerie. Ça, par contre, au quotidien, tous les jours. Depuis la rentrée, un sociologue travaille ici avec 2 classes de 6e, dont celle-ci. L'objectif, mieux connaître leurs ressentis sur leur vie au collège. Résultat, entre filles et garçons, la différence s'est rapidement fait sentir. C'est une chose d'être bousculé quand on est en 3e. Ça ne fait pas le même effet que quand on est en 6e et qu'en plus on est une fille. Et donc, sans qu'il y ait une volonté de qui que ce soit par rapport à ça, il se trouve de fait que les filles se retrouvent un peu, entre guillemets, mises à la périphérie d'un certain nombre d'espaces scolaires parce qu'elles ne peuvent pas concrètement les occuper. Car si les filles ne sont pas victimes de violences à proprement parler, certaines redoutent le préau, lieu de bousculade. À la récré, il n'est pas rare de les trouver plutôt dans les toilettes, par exemple, un lieu qu'elles estiment peut-être plus sûr. Il y a une appropriation du territoire, il y a des jeux de regard, il y a des choses comme ça. Le fait que les filles se sentent parfois un petit peu menacées par les garçons, je pensais que les mentalités avaient un peu plus évolué. C'est des choses un peu imperceptibles et là, on a vraiment un travail très important à faire là-dessus. En termes d'expression de leurs émotions, de leurs ressentis, etc., elles sont un petit peu plus en capacité quand même que les garçons d'aller parler à un adulte. Moi, j'étais assez surpris de la survivance aussi forte que ça, de ces stéréotypes-là. On est plus sensible, on est moins forte. Et la façon dont les filles et les garçons répondent à la violence, c'est justement le thème de cet atelier. Je parlais et tout, et à un moment, il a commencé à s'énerver, il me jetait sa trousse et tout. Et du coup, ça m'énervait. Il propose des solutions aussi, alors avec des différences selon qu'on soit un garçon, une fille, des différences de sensibilité.
mais ils ont toujours quelque chose à dire de tout ça. Car si l'adolescence est la période où l'on se construit, apprendre à parler, s'écouter permettront finalement aux filles et aux garçons de mieux se comprendre. En France, chaque année, ce sont près de 170 femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Le décret qui autorise le port du bracelet électronique pour un conjoint violent avec sa femme vient d'être publié. Nous partons en Espagne, où ces bracelets existent depuis 8 ans. Mais en fait, c'est tout un arsenal de mesures qui a été mis en place. Regardez. C'est une petite révolution pour ce tribunal madrilène. Depuis quelques années, une nouvelle chambre a vu le jour qui ne traite que des cas de violence contre les femmes. Dans toute l'Espagne, des juges comme Paloma luttent contre ce fléau. Paloma est une femme de conviction qui a tenu à nous ouvrir les portes d'une audience. Cette loi constitue une prise de position. C'est une façon de mettre les projecteurs sur le problème de la violence contre les femmes. Et ça exige une action des pouvoirs publics. C'est une vraie prise de conscience. Toute la journée, les histoires défilent. Harcèlement, menaces, agressions physiques. Vladimir comparaît pour avoir donné un coup de poing à sa compagne. Il risque 2 ans de prison. Est-ce que c'est vrai que vous avez frappé votre compagne au visage parce que la musique était trop forte? Ah non, à aucun moment j'ai fait ça. Alors pourquoi a-t-elle appelé la police? La police a emmené Claudia, sa compagne, à l'hôpital. La jeune femme a porté plainte. Mais quand elle arrive devant le tribunal, elle a changé d'avis. Je voudrais qu'on retire toutes les charges contre lui. Ce n'est pas vraiment un homme violent. C'était juste une discussion de couple. La victime veut retirer sa plainte et reprendre une vie commune avec son mari. Une réaction fréquente qui n'étonne pas Anna, une avocate. Très souvent, la première réaction des femmes est de porter plainte. Mais après, elles mesurent les conséquences de leur acte, ce qui peut se comprendre parce que souvent, ce sont leurs compagnons qui les font vivre. Alors quand elles arrivent ici, elles disent qu'elles n'ont pas voulu ce qui lui arrive, qu'il n'est pas si mauvais, qu'il n'est violent que quand il boit. Elles font machine arrière et veulent tout arrêter. L'Espagne a décidé de marquer le coup. Chaque fois qu'une femme est assassinée par son compagnon, les journaux télévisés en parlent. La loi a créé un ministère de l'égalité qui mène de nombreuses campagnes d'information. ¿Qué tal el cole? ¿Bien? ¿Dónde estás? Recogiendo a los niños seguro que no, que ya me imagino yo con quién andas, ¿eh? Pues como me dejes te mato. Pero antes me llevo a los niños por delante. Si te sientes amenazada, te está maltratando. Elige vivir. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Jusqu'en 1975, la chute de Franco, une femme ne pouvait ni ouvrir un compte en banque, ni sortir du pays sans l'autorisation de son mari. Pour Ricardo, cette histoire a marqué les mentalités. Ricardo est psychiatre. La justice lui envoie les hommes condamnés pour violence conjugale. Les débuts de thérapie sont toujours difficiles. Les hommes sont furieux quand ils arrivent ici, car ils ne reconnaissent même pas le mal qu'ils ont fait à l'autre, à leur femme. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont franchi une limite et ils n'acceptent pas qu'ici, on leur impose cette limite. Ils sont donc très en colère. Pour comprendre ce que cette loi a changé, nous nous rendons quelque part dans la banlieue de Madrid, dans un lieu tenu secret. Susana nous accueille dans ce refuge pour femmes battues. Ici, vivent une vingtaine de femmes avec leurs enfants. Aucune ne peut être filmée, la plupart se cachent de leur mari. Susana, la psychologue, les aide dans leur démarche et les accompagne dans leur thérapie qui durera plusieurs mois. C'est une très bonne loi, mais parfois, elle n'est pas appliquée comme il faudrait. On a encore beaucoup de cas où des femmes sont assassinées par leurs compagnons alors qu'elles avaient porté plainte. Alors là, on se dit que quelque chose ne fonctionne pas. L'an dernier, 60 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Maria a failli subir le même sort. Elle était juriste, habitait une magnifique villa
Depuis 17 ans, elle était maltraitée par son mari. Quand je suis partie de chez moi, c'était pour protéger mes enfants. Parce que pour moi, je n'avais pas conscience que je vivais quelque chose d'anormal et que je devais me protéger. Je suis venue ici car je pensais qu'il allait les tuer, eux. Maria a passé 18 mois ici. Elle vient de retrouver un travail. Elle attend le jugement de son mari. C'est très très dur de faire le pas de porter plainte. C'est le pas le plus dur de toute ma vie. Parce qu'au fond de toi, tu dois porter plainte contre la personne qui te fait le plus peur dans la vie, alors que tu n'es même pas consciente qu'elle te terrorise. La loi Zapatero voulait changer les mentalités, mais elle n'en aura peut-être pas le temps. Les conservateurs revenus au pouvoir ont déjà annoncé leur intention d'en réduire la portée. On se quitte. Et j'attends bien sûr vos commentaires sur le blog d'Avenue de l'Europe. Bye bye.